Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Avant-propos. Cet ouvrage est la réédition d'un livre écrit en 2007. Tout change et évolue. Bien que son fond demeure identique, j'ai largement modifié la forme de ce nouvel exemplaire en essayant de le rendre plus clair que possible aussi bien au niveau du texte que celui des schémas. J'en souhaite une approche encore plus profitable au lecteur. Première partie, généralité. 1. Introduction. À l'occasion des passages d'examen clinique où j'ai eu l'honneur d'être examinateur, il m'est apparu évident, faute d'expérience, que la plupart des postulants exprimaient une certaine difficulté à effectuer un diagnostic vertébral fiable. Le problème majeur consiste depuis toujours à connaître l'emplacement de la lésion primaire et d'effectuer un traitement vertébral en toute sécurité. Cet ouvrage est un outil de diagnostic dont l'objectif est de fournir au praticien le moyen de trouver rapidement les clés à l'origine des déséquilibres statiques qu'il pourra utiliser en toutes circonstances. Jeune diplômé, j'aurais personnellement aimé obtenir des réponses claires à ce sujet et l'idée de cet ouvrage est créée à cet effet. Il représente le fruit de mes apprentissages et de mon expérience de ces quelques 40 dernières années, et devrait aider tout praticien à régler rapidement les problèmes aigus ou chroniques en proposant une solution rapide et durable. Cet exposé constitue le premier barreau de l'échelle de la pratique ostéopathique. C'est par les manipulations vertébrales que nous commençons à pratiquer. Les erreurs de diagnostic sont généralement la cause de la suspicion des techniques de thrust vertébral. La tendance actuelle répond volontiers à la demande du patient qui répugne à recevoir des thrusts dans son traitement. Cet inconfort thérapeutique a amené les nouvelles générations de praticiens à leur préférer des techniques plus douces. Souvent floues, imprécises. Si elles ont le mérite d'éviter les erreurs de diagnostic, elles font courir le risque aux praticiens de diluer la lésion primaire parmi le cortège de compensation dont il est souvent l'auteur involontaire. Un repositionnement judicieux sur l'objet précis d'un déséquilibre permet un gain de temps appréciable en toute sécurité pour un résultat cohérent et efficace à long terme. Cette première étape doit toutefois être basée sur une argumentation logique. Avant de s'élancer vers les niveaux les plus subtils de notre art, le mieux n'est-il pas d'en appliquer correctement les premiers pas ? Je souhaite que les débutants, ainsi que les professionnels plus confirmés, y trouvent un outil fiable, dont les règles leur permettront d'évoluer par la suite dans l'infinie subtilité du corps humain dans le maintien et le respect de la lignée philosophique datée. Style. La formation de base de cette approche originale m'a été enseignée à la Fondation nationale d'ostéopathie, dont le siège se situe à Saint-Étienne. Les organisateurs des cours, membres fondateurs, ont imposé alors à tous leurs étudiants une règle de confidentialité concernant la divulgation de notre formation, redoutant à juste titre que leurs découvertes ne parviennent à la connaissance de ceux qui critiquaient violemment les ostéopathes bien que les plagiant constamment. La reconnaissance officielle de l'ostéopathie étant acquise, je me sens délié de l'obligation de réserve imposée à l'époque. Il n'est plus temps, je pense, de conserver à présent de par nous ces secrets, mais plutôt d'ouvrir les frontières de nos connaissances le plus largement possible. Notre démarche doit consister à abattre des murs plutôt que de les dresser entre nous, et ce, au bénéfice final de la santé. 2. Notion de lésion primaire. Si nous en croyons les généticiens, la lésion vraiment primaire serait enfouie dans les méandres secrets de nos chromosomes. La prise de conscience de cette vieille évidence m'est apparue rassurante quelque part, puisqu'elle justifiait un certain nombre de nos redoutables échecs. Les élèves de Madame Dolto soutiennent par exemple, et je crédite volontiers cette hypothèse, que les traumatismes psychologiques des mères gravides auront une influence négative sur le comportement psychique et physique de leur enfant. Les traumatismes crâniens du nourrisson arrivent donc, à la réflexion, déjà bien tard pour être décrétés primaires par l'ostéopathe. La liste est longue de ces lésions qui échappent notre contrôle et à notre traitement, en commençant par les séquelles de vaccination, l'empreinte de maladies infectieuses ou encore dans notre mémoire, l'empreinte de déception amoureuse, adolescente ou non. La lésion se trouve là, coincée entre une somme de traumatismes physiques, un deuil mal vécu et une mauvaise hygiène de vie qui seraient tous à l'origine d'un déséquilibre somato-viscéral. Chaque cellule,
porteuse de son identité propre, placée dans un groupe de cellules influe sur le groupe dans lequel elle est située et implique une fonction originale de l'organe qu'elle contribue à constituer. Allopathes, énergéticiens, homéopathes ont leur théorie personnelle pour rationaliser les dysfonctions organiques. La médecine chinoise, Freud, Reich repris par Loven, plus récemment Hammer, évoque la trace dans le soma d'empreintes émotionnelles à l'origine des désordres pathologiques. Nous n'avons pas un corps, nous sommes un corps. Cette théorie, subodorée par les premiers ostéopathes, a été confirmée ensuite par les recherches de J. Pledger aux USA sur les kystes d'énergie. Le cortège des signes cliniques aboutissant à une maladie répertoriée est le reflet d'une somme de déséquilibres. Ces derniers ont sollicité une compensation de l'organisme jusqu'à la faillite de ses moyens d'adaptation, pour aboutir à ce que nous constatons cliniquement au premier regard. Mais ce que nous voyons n'est pourtant qu'une partie visible de l'iceberg. Devant la somme incommensurable des voies thérapeutiques offertes, les ostéopathes eux-mêmes affirment utiliser autant de courants différents qu'il existe pratiquement de praticiens. L'astuce sera de faire œuvre de tolérance en admettant que la vérité réside dans le choix que nous considérerons comme étant le meilleur dans l'instant présent. Nous considérerons que notre lésion primaire à nous sera la première accessible à nos mains, après être allé le plus loin possible à la recherche de la cause d'une affection. L'approche proposée dans ce livre indique la présence de la lésion primaire vertébrale dont l'influence se manifeste sur la statique. Nous nous souviendrons que le déséquilibre vertébral modifie l'information nerveuse afférente ou efférente, par l'intermédiaire du ganglion prévertébral. L'anomalie des stimuli affectant un métamère implique un déséquilibre qui entretient un état de dystrophie. Que la lésion ostéopathique soit viscéro-somatique ou encore somato-viscérale, la manipulation vertébrale sera indiquée dans la plupart des cas dans le but de supprimer le feedback nocicepteur. Libre ensuite à chacun de déterminer la façon dont elle sera incluse dans l'ensemble du traitement, que le diagnostic ait découvert une origine viscérale, faciale, périphérique ou encore somato-émotionnelle. 3. Énergie, structure. Nous n'avons pas un corps. Nous sommes un corps. L'ostéopathie est une médecine holistique. Le privilège du thérapeute résulte du fait qu'il agit sur le matériau le plus noble et le plus complexe qui soit, l'humain. La structure humaine, simple et organisée initialement a vu comme tout être vivant sur Terre, devenir de plus en plus complexe au fil de son évolution. Sa merveilleuse organisation vitale a été permise grâce à son énergie vitale, moteur de son évolution. Son esprit, élément déterminant de la qualité humaine. Son corps, véhicule de l'ensemble. Nous pouvons donc envisager l'existence de 3 niveaux distincts et intriqués formant pourtant un tout unitaire chez l'homme: la structure, l'énergie et l'esprit. Ces 3 plans peuvent être considérés comme étant mutuellement adaptatifs, car un plan en déséquilibre implique la présence d'une compensation automatique des 2 autres. Toutefois, la gravité du déséquilibre de l'un de ces plans ou a fortiori celui de 2 d'entre eux, peut induire l'incapacité de l'ensemble à s'auto-compenser, générant une pathologie. Il peut alors s'agir d'un désordre physiopathologique ou fonctionnel dans un premier temps, et plus tard d'une anomalie anatomopathologique ou structurelle dans un deuxième temps. Lors d'une maladie grave comme le cancer du foie par exemple, le sang qui l'irrigue circule aussi en tout lieu du corps et l'ensemble réagit à cette anomalie et manifeste l'empreinte mentale spécifique inhérente à cet organe. Notre organisme est une entité complexe du fait de l'interdépendance de ses composants. Si nous utilisions une image, nous pourrions par exemple considérer qu'il ressemble à une grande société internationale. Lorsqu'un compartiment de cette société se trouve déficitaire, les autres compensent ce déficit. Toutefois, lorsque plusieurs d'entre eux ne parviennent plus à remplir leurs fonctions, l'entreprise se trouve dans l'incapacité elle-même de fonctionner et c'est la faillite. Il en est de même dans le cas de la maladie. Nous nous adaptons constamment à nos déséquilibres, jusqu'à un point donné. Puis, les signes cliniques divers comme une fatigabilité excessive, de troubles du caractère ou du sommeil et dont la douleur est entre autres un des éléments clés, signent la fin de nos capacités d'adaptation. Le rôle de tout thérapeute, idéalement,
serait de déterminer le ou les différents agents en cause afin d'effectuer un diagnostic holistique qui mettrait en relation tous les facteurs du déséquilibre en remontant le plus haut possible vers leur source. Ce qui nous rapproche totalement de la démarche stylienne. À ce propos, les vrais thérapeutes d'autrefois étaient ceux qui, au travers de leur méditation et de leur expérience, soutenus par une connaissance globale des grandes lois universelles, avaient inclus l'humain dans le même grand système qui régit notre cosmos. Ainsi, nous pouvons considérer l'être vivant comme un sous-produit de l'univers, sa partie intégrante et sa totale expression, l'homme est poussière d'étoiles. Reeves. On peut l'imaginer comme un hologramme dont chaque élément anatomique séparé, chaque cellule, ou chaîne d'ADN, représenterait à la fois une unité et le système cosmique tout entier. Du reste, différentes méthodes nous permettent de lire les maladies ou leurs traces, ou encore de les traiter dans différentes régions du corps comme dans le nez, réflexologie nasale, dans les yeux, l'iridologie, dans le dos, traitement dans le tissu conjonctif de Dick et Colroche, dans les pieds, réflexologie plantaire d'Ingham. Chaque traitement local, quelle que soit sa localisation, influe également sur l'ensemble de notre organisme. Le postulat de cet exposé est de tenter de démontrer que les lois physiques les plus élémentaires procèdent à l'harmonie du corps, et donc à son traitement. Les prendre en compte nous fait découvrir l'outil qui nous permet de comprendre les éventuels déséquilibres, et de trouver leurs solutions. L'ostéopathe est en effet un praticien holistique qui applique ses méthodes à l'homme en se servant du principe de l'analogie. Notre pratique, abordée sous cet angle, deviendra un art initiatique car le patient, matériau noble s'il en fut, devient un moyen de compréhension de notre univers et permet au praticien d'évoluer à son tour. La compréhension de la genèse d'une pathologie ne peut se faire que dans la mesure où le chercheur a pu évoluer et s'élever jusqu'au niveau de compréhension de ses principes. 4. Principes généraux. À l'homme cosmique. Nous faisons l'expérience des alternances de la nuit et du jour, des cycles saisonniers et annuels auxquels tout système vivant est assujetti. Ces phénomènes sont plus évidents dans le règne végétal, où nous pouvons observer l'éclosion des bourgeons, l'épanouissement des corolles en des périodes programmables selon les variétés, ou encore l'ouverture à la clarté et la fermeture des fleurs à la nuit. L'activité reproductrice des vers palolos domine aux périodes de pleine lune alors que celle des poissons guignons s'effectue selon les marées, elles-mêmes déterminées comme nous le savons par les lunaisons. Dans notre corps, cœur et poumons représentent par leurs pulsions rythmiques différents modes d'activité cosmique. Se succèdent en effet dans notre organisme pulsation, respiration, systole, diastole, rythmes hormonaux, NYCTHE accent aigu éméro, fluctuations thermiques. L'air comme l'eau sont des incontournables de ces événements, de même que le minéral, et enfin le fragile équilibre ionique, tout présidant aux échanges de manière irremplaçable. La pulsation du souffle imprime un mouvement régulier au liquide, tout comme la risée du vent creuse la mer. On peut trouver cette image appropriée au MRP. La surface d'échange entre ces éléments est extrêmement importante quant à son étendue, et très fine quant à sa frontière. B. L'atmosphère terrestre. Elle-même possède un mouvement respiratoire rythmique oscillatoire harmonisé à notre système aérien. À moins que ce ne soit plus probablement l'inverse. Il faut cependant 1 an à notre planète pour qu'un mouvement respiratoire, oscillation, se réalise. Il faut 2600 ans pour que le point vernal règle cette pulsation. À une révolution de 2600 années correspond donc un jour humain. Notre respiration est donc harmonisée à celle de notre univers. Au rythme respiratoire, correspond également celui du cœur, en 4 fois plus rapide. Les poumons reçoivent les ondes pulsatiles du cœur en 4 points différents, comme la Terre reçoit le Soleil en 4 positions saisonnières. Embryologiquement, le cœur se trouve au centre du corps recourbé durant la gestation. À la naissance, le corps se redresse, le cœur se décentre et prend une inclinaison autour d'un axe oblique en avant à gauche. On pourrait ainsi constater une analogie entre l'inclinaison cardiaque et celle de la Terre sur son axe, qui est de 23,5° avec le Soleil. Ce qui signifie qu'en été, tropique du Cancer, et en hiver, tropique du Capricorne, elle se retrouve sur le même axe d'inclinaison que le cœur. La somme de ces 2 mesures donne 47°, ce qui correspond à l'écartement du cœur dans le thorax du moment de la naissance jusqu'à la puberté.
Nous pourrions conclure de ces remarques que le poumon vibre au rythme de la Terre, tandis que le cœur a une inclinaison identique à la Terre par rapport au Soleil, ce qui démontre le postulat selon lequel nous dépendons du système dans lequel nous évoluons. C'est l'homme. Il a les pieds sur terre, réagit aux différentes lois terrestres dans une quête permanente et stérile d'équilibre. Cette recherche d'équilibre se trouve éternellement en faillite, dans la mesure où il se trouve en permanence dans la nécessité de s'adapter aux mouvements rythmiques et irréguliers du globe terrestre. La Terre tourne sur elle-même inclinée, comme nous l'avons vu. Cette inclinaison est inconstante car son mouvement rotatoire ressemble plutôt à celui d'une toupie en fin de course, et la mesure de son axe est aléatoire. De plus, lors de son cycle annuel, la Terre réalise un mouvement elliptique qui l'amène près du Soleil dans notre hémisphère en hiver et loin de ce dernier en été. Dans ce contexte, l'homme n'a de cesse que de faire maintenir une harmonie dans un système au fond, peu favorable. La force dynamique active de rotation du globe terrestre a tendance à créer un déséquilibre, alors que la réaction des êtres vivants à sa surface tente à maintenir une RE accent aigu équilibration relative avec un temps de retard. À défaut, l'humain essaie à défaut de se maintenir dans ce contexte en harmonie. Lorsque son potentiel d'adaptation trouve un obstacle, il se voit dans l'incapacité de fournir une réponse adéquate. En effet, l'individu ne doit-il pas s'adapter en permanence aux modifications plutôt aléatoires des saisons, des cycles lunaires, NYCTHE accent aigu éméro. La précarité de cette situation, qui implique une dépense énergétique importante, justifierait à elle seule notre intervention régulière dans un but simplement prophylactique. D. La force de Coriolis. C'est la force déviante exercée sur les corps du fait de la rotation terrestre sur son axe. Cette dernière se manifeste par exemple, sur les berges des fleuves et les rails de chemin de fer, en les usant particulièrement du côté droit dans notre hémisphère et à l'opposé, c'est-à-dire sur le côté gauche, dans l'hémisphère sud. La saturation de notre corps en eau, donc en masse mobile, nous rendant sensibles au mouvement des marées, nous subissons de la même façon l'influence de la force de Coriolis qui influe cette fois horizontalement sur notre corps. Cette action, quoique modérée, induit une modification de notre statique, de telle sorte qu'elle lui imprime une tendance à l'inclinaison latérale droite, rotation gauche. Figure 1 et 2. Ceci explique sans doute la présence quasi constante de lésions sacrées gauche-gauche et des lésions coccygiennes latérales droite pour les habitants de l'hémisphère nord. Figure 1. Tous les liquides sont entraînés par la force de Coriolis, impliquant un déséquilibre et une réadaptation statique constant. La conclusion que nous devons tirer de ce constat est qu'il n'existe pas de rectitude absolue dans notre univers, a fortiori dans notre organisme, à l'image même du système qui nous a conçus, où l'espace lui-même serait courbe. Le concept même de rectitude issu de nos propres considérations est inapplicable à la vie. Les paysages naturels sont caractérisés par leurs mouvements courbes, les images naturelles épousent les formes de la Terre et ignorent la ligne droite. Pour la philosophie orientale, la ligne droite est facteur de disharmonie et de dispersion d'énergie. Ainsi un rachis absolument rectiligne peut toujours paraître suspect. Nous rechercherons donc plutôt la mobilité et l'harmonie, en évitant de fixer notre esprit sur une telle notion sclérosante, tout en tenant compte du schéma lésionnel prédéfini, par l'hérédité. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.